Bonsoir et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, à quoi joue François Bayrou sur la fin de vie? Le Premier ministre a semé le trouble hier à la réunion de groupe des macronistes. Il souhaite scinder en deux la proposition de loi. Un texte sur les soins palliatifs, un autre sur l'aide active à mourir, manœuvre tactique pour enterrer le sujet ou clarification nécessaire, c'est notre grand débat. Dans un instant, avec mes invités. Notre invité franc-parler ce soir a la solution à toutes les crises que nous traversons. La France, doit travailler plus. C'est le titre de son livre chez Albin Michel. Son essai tombe à pic en plein débat sur le temps de travail. Denis Oliven sera avec nous dans la deuxième partie. Enfin, la question qui fâche ce soir, les retraités sont-ils intouchables dans notre pays? Une ministre, Astrid Panosyan-Bouvet, veut mettre à contribution les plus riches d'entre eux. Délire, lui répond la porte-parole du gouvernement. Tir croisé à la fin de cette émission avec nos chroniqueurs. Voilà pour le sommaire. Installez-vous, ça vous regarde. C'est parti. C'est peu dire que la petite phrase de François Bayrou a douché les attentes des défenseurs de l'aide active à mourir. Le Premier ministre veut donc scinder la proposition de loi sur la fin de vie en deux textes. Les soins palliatifs d'un côté, le suicide assisté et l'exception d'euthanasie de l'autre. Alors est-ce que François Bayrou a raison d'estimer que ces deux sujets sont indépendants ? En tous les cas, sa porte-parole promet qu'ils seront bien à l'agenda parlementaire, je cite, le plus vite possible. Bonsoir Olivier Falorni. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. C'est vous qui portez cette proposition de loi. Vous êtes député MoDem de Charente-Maritime et défenseur de longue date de l'aide active à mourir. Bonsoir Thibault Bazin. Bienvenue et merci d'être parmi nous en direct ce soir. Vous êtes député droite républicaine de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes hostile, comme beaucoup de vos collègues dans votre famille politique, à cette proposition de loi. Bonsoir Claire Toury. Bonsoir. Bienvenue, sociologue, membre du CESE. Vous avez présidé la Convention citoyenne sur la fin de vie. Enfin, bonsoir Alexis Burneau. Bonsoir. Médecin urgentiste et en soins palliatifs à l'Institut Curie. Vous êtes membre de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui s'oppose depuis toujours à l'aide active à mourir. Et vous êtes auteur de Fin de vie, le cas de conscience. C'est à lire aux éditions de l'Observatoire. Avant de vous laisser à tous les quatre la parole, on va rembobiner parce que ce nouveau rebondissement s'inscrit dans une longue suite, comme nous l'explique Bruno Donnet. Son récap, pour commencer. Bonsoir Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Alors, y aura-t-il une loi sur la fin de vie ou pas ? Alors, il y en aura plus vraisemblablement deux, chère Myriam. C'est ce que veut François Bayrou. L'une sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide à mourir. Le Premier ministre l'a dit hier, au cours d'une réunion du groupe Ensemble pour la République, à une députée qui s'inquiétait que plus personne ne s'intéresse à cette question. Alors, deux lois au lieu d'une, une combine un peu manœuvrière. C'est le point de vue que vous avez soutenu, Olivier Falorni, ce matin à la radio. Il s'agit de dire, on fait d'abord une loi sur les soins palliatifs, et puis ensuite, on voit un peu plus tard, dans 2 ans, dans 3 ans, si on parle de l'aide à mourir. Si on parle de l'aide à mourir. Voilà, alors pour bien comprendre notre sujet de ce soir, Myriam, il faut opérer un petit retour en arrière. Printemps 2023, une convention citoyenne se prononce en faveur d'une aide active à mourir et renvoie donc le dossier vers les députés. La convention se termine, mais le débat s'ouvre. Et on continue et on espère que le débat s'ouvrira bien évidemment au Parlement. Un an plus tard, un projet de loi, c'est-à-dire un texte porté par le gouvernement, arrive à l'Assemblée nationale. Il vise à créer un droit, une liberté de disposer de sa mort, un droit nouveau. Les députés devaient le voter le 18 juin dernier, seulement voilà, le 9 juin, patatras. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale et avec elle le projet de loi sur la fin de vie. Arrive alors à Matignon Michel Barnier qui souhaite que ce projet devienne une proposition de loi, c'est-à-dire un texte proposé cette fois par un
Parlementaire, c'est vous, Olivier Falorni, qui vous en chargez. Vous recopiez le texte initial, recevez le soutien de 235 députés et obtenez même 2 semaines à l'agenda de l'Assemblée nationale, celle des 3 et des 10 février 2025. Mais là, patatras. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Michel Barnier est censuré et un gouvernement Bayrou est formé. Le hic, c'est que François Bayrou et Bruno Retailleau sont depuis toujours très hostiles au texte que vous défendez, encore vous, Olivier Falorni. Rapporteur général de la commission spéciale, Olivier Falorni, qui est un militant. On ne peut pas trouver un équilibre quand on est militant. Voilà, alors dans cet imbroglio, une voix s'est tout de même fait entendre hier soir pour réclamer qu'un vote ait lieu, celle de la présidente de l'Assemblée nationale. Moi je crois et j'attends que le gouvernement et que le Premier ministre réinscrivent ce texte dans son ensemble à l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet qui a très sérieusement mis la pression sur le gouvernement, lequel a réagi ce midi par la voix de sa porte-parole qui a promis de ne pas abandonner le sujet avec toutefois une sacrée précision. Ce sujet sera à l'agenda le plus vite possible. Il n'est pas question du tout de l'abandonner, mais il est question de liberté individuelle du vote des parlements sur des sujets qui sont des sujets distincts, de nature distincte. Voilà, elle a évoqué des sujets de nature distincte, manière de souligner que ce sont bien 2 lois qui sont envisagées. Merci beaucoup Bruno pour ce récap extrêmement clair ce soir. Olivier Falorni, je commence avec vous. Honnêtement, avez-vous été surpris par la décision de François Bayrou ? Alors d'abord, ce n'est pas une décision, c'est une proposition. Parce que, vous l'avez dit, dans cet exposé tout à fait remarquable et juste, ça sera de toute façon une proposition de loi. Puisque le gouvernement de François Bayrou ne déposera pas un texte, Bruno Retailleau s'y opposera. Je n'avais pas vu la déclaration de Bruno Retailleau, c'est assez savoureux de me reprocher d'être un militant. Je dois avouer que là... Lui, il est aussi, vous trouvez ? Écoutez, je suis un législateur qui défend ses convictions, il défend les siennes, je les respecte, mais m'accuser d'être un militant, je trouve que c'est assez savoureux. Il n'était pas ministre quand il s'exprimait. C'est assez savoureux. Mais pour revenir sur vous dites votre question... 2 propositions de loi, ça n'est pas acté. Ah non. Ça veut dire que le gouvernement dit qu'il faut scinder les 2 textes, mais comme il n'a pas la main, c'est les députés, ce soir, on ne peut pas dire qu'il y aura 2 textes. Oui, parce que vous savez, nous sommes des grandes filles et des grands garçons à l'Assemblée nationale. L'initiative parlementaire, ça a un sens. Quand vous avez, non pas 235, c'était la seule chose inexacte de votre présentation, mais ça n'est pas une erreur de votre part, parce qu'entre-temps, j'ai 5 députés supplémentaires qui ont co-signé. Nous sommes donc à 240, et nous serons à 250. Quand vous avez 250 députés qui demandent de reprendre le texte tel qu'il était au moment de la dissolution, et on a l'impression parfois que c'est une mauvaise série Netflix, cette histoire, c'est une tragicomédie. Ça nous fait rire, mais moi, ça ne me fait plus rire, parce que ce sont des malades derrière, ce sont des familles. Et donc, nous avons la ferme intention, avec Yaël Braun-Pivet, de faire en sorte que ce texte, cette proposition de loi, co-signée par 240 députés de 9 groupes parlementaires différents, soit inscrit à l'ordre du jour. J'entends la proposition de François Bayrou, elle ne me surprend pas, parce qu'elle est cousue de fil blanc. C'est-à-dire ? Vous savez, il suffit juste de regarder les réactions. François Bayrou propose, et les seuls qui sont favorables à 2 textes, ce sont les gens hostiles à l'aide à mourir. Concrètement, vous pensez qu'il essaye de vous piéger ? Évidemment. Évidemment, c'est ce que je disais ce matin. L'idée, c'est on fait une loi sur les soins palliatifs. Je vais vous dire, la loi sur les soins palliatifs, c'est en février. C'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est ça, la loi sur les soins palliatifs. C'est 100 millions d'euros de plus en 2025 et pour les 10 ans qui viennent. C'est ça la loi sur les soins palliatifs. Et ensuite, ouvrons l'aide à mourir. Alors, je vais faire circuler la parole très vite, mais je voudrais vous entendre encore sur un dernier point, puisque vous portez ce texte, cette proposition qui n'en est qu'une ce soir. C'est votre véritable volonté, on verra ce qu'il en est dans les prochaines semaines. Ce sont 2 sujets distincts, explique le gouvernement. Non, et d'ailleurs, la Convention citoyenne a dit l'inverse, et le président de la République a dit l'inverse. Emmanuel Macron, lorsqu'il a présenté le projet de loi,
on lui demandait de faire de texte. Certains opposants lui demandaient de faire de texte. Il a dit non, il n'y aura qu'un texte parce que c'est une cohérence globale. Il y a un lien entre les deux. C'est un texte soins qui palliatifs, repose... aide active à mourir. Absolument. C'est un texte qui repose sur 2 piliers. C'est un tout. Il y a une réponse primordiale, les soins palliatifs, et il y a un ultime recours, c'est ce que nous proposons, c'est-à-dire un droit à une aide à mourir. Thibault Bazin, un seul texte, parce qu'il y a un lien entre les soins palliatifs et l'aide active à mourir. D'ailleurs, il y a dans ce texte des nouveaux établissements, des maisons d'accompagnement dont le texte partie aide active à mourir explique qu'elles pourront, après les soins palliatifs, faire le geste létal. Vous remerciez François Bayrou ce soir ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Moi, vous savez, la vie politique récente montre qu'il faut être très prudent et très humble sur ce qui va être inscrit à l'ordre du jour, ce qui va être programmé. Ce qui est sûr et ce qui devrait nous rassembler, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes en France qui souffrent et on ne les accompagne pas comme il faut. Dans les réflexions éthiques, bioéthiques, on a participé à une mission d'information ensemble, il y a un lien indéniable sur le fait que on a des personnes qui souffrent et qui pourraient bénéficier de soins palliatifs. Or, on n'a pas un accès sur l'ensemble du territoire. Alors, ça pourrait faire consensus. Et c'est un vrai sujet parce que pour certains, il y a un désaccord entre nous, mais c'est un préalable éthique avant toute autre évolution, à la fois dans le temps et sur la forme. Parce que donc vous êtes favorable à 2 textes et à la scission. Le risque, je vous le dis, c'est que des personnes qui n'auraient pas accès aux soins palliatifs ne voient comme seul choix la possibilité de recourir à l'aide à mourir. La deuxième question, c'est pour les effecteurs à la fois des soins palliatifs et ou de l'aide active à mourir. Et ces soignants... Ceux qui feront le geste. Mais oui, ces soignants à qui on a rendu tant d'hommages pendant la Covid, aujourd'hui demandent qu'il y ait une approche différenciée. On va revenir sur le fond, mais il y a une clause de conscience qui permet aux soignants de refuser de faire le geste. On a un sujet de méthode. Le texte était très long, très complexe, très compliqué, parce qu'il demande de discuter point à point et on avait des allers-retours. Voilà. Je pense que pour la sérénité des débats, d'ailleurs, il y avait 2 parties. Aujourd'hui. Alors peut-être que le gouvernement peut inscrire 2 textes en même temps. J'en sais rien. Il y a des manières de faire, mais ce qui est sûr, un texte à rallonge nuit. Mais pour bien comprendre la position de la droite, vous dites pas ce soir oui, je voterai soins palliatifs, et puis après, tant mieux s'il tombe dans les oubliettes. La position de la droite, je vais peut-être vous surprendre, c'est que sur ces questions qui touchent à l'intime, il y a une liberté de vote. Et ça n'a pas changé. Ça traverse un certain nombre de groupes. Et d'ailleurs, les curseurs ne sont pas les mêmes, y compris sur l'accès. On a tout le débat sur les critères. Voilà. Je vais vous poser la question autrement, monsieur le député. Vous, en tant qu'élu, si seulement le texte soins palliatifs était soumis au vote et l'autre était mis à l'écart, est-ce que ça vous satisferait ? Est-ce que je voterai le texte soins palliatifs ? Oui. Et si l'autre, est-ce que vous attendez à ce que l'autre ne soit pas discuté ? Le diable se cache parfois dans les détails. Parfois, on peut faire des intentions pas suivies d'actes. Il n'y a pas qu'un sujet de qui fait les maisons d'accompagnement. Il y a un sujet de programmation. Mais parfois, on n'a pas réalisé les lois de programmation. On a plusieurs exemples. Et le deuxième élément, c'est la réforme du financement. Alors attendez, sans rentrer trop dans le détail du texte pour le moment, mais sur les positions, est-ce que vous souhaitez, en tant que député, position personnelle, avoir à vous prononcer par un vote sur l'aide active à mourir, sachant qu'il est possible qu'il y ait 2 textes, donc ça ne veut pas forcément dire que le deuxième arriverait dans l'hémicycle. Est-ce que vous dites, moi, je veux absolument que ce débat parlementaire ait lieu ? Vous savez, on l'a déjà eu plusieurs fois. Et donc vous n'avez pas peur du débat ? Il y aura des inscriptions qui sont faites. C'est une question de méthode, c'est est-ce qu'on fait d'abord un texte consensuel sur les soins palliatifs et on le pose comme un préalable éthique pour faire en sorte et dans la foulée, on enchaîne. Qu'il n'y ait pas des personnes qui soient abandonnées et privées de soins palliatifs dans notre territoire, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas un égal accès aux soins palliatifs et qui n'auraient comme seule solution, et je pense notamment aux personnes les plus vulnérables, finalement, d'avoir accès par défaut, et ce ne serait pas une liberté pour le coup. C'est-à-dire, dans les travaux de la Convention, ça a été quand même un sujet, je crois 75% étaient d'accord sur ce point-là. Donc je pense... Donc, pas d'aide active à mourir tant que l'accès n'est pas complètement égal sur le territoire à tous les soins palliatifs. C'est compris. Et sur les critères, on a plein de choses encore à débattre. Claire Toury, les citoyens, ils ont beaucoup travaillé, ils ont réussi à se mettre d'accord. Il y a eu un rapport, une convention citoyenne. Comment vous avez réagi quand vous avez appris les intentions de François Bayrou et comment ont réagi les citoyens que vous avez sans doute appelés ? Alors on a d'abord été
assez surpris, puis après assez vite exaspéré quand même, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Mais déjà, il y a un enjeu de temporalité. Si on revient un petit peu en arrière, et vous l'avez fait, nous, on a été saisis par la Première ministre à l'époque, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, pour organiser une convention citoyenne sur la fin de vie en septembre 2022, suite à l'avis du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique, l'avis 139. Et on nous a demandé de remettre nos travaux avant la fin du mois de mars. Ça veut dire 4 mois. 4 mois, 9 week-ends, 27 jours. On a gagné une dizaine de jours dans un contexte de réforme des retraites, mais globalement, on a tenu les délais. On nous a expliqué que c'était important d'aller vite, que c'était un sujet qui nécessitait d'aller vite. On a fait le travail. On nous a dit, vous êtes la pierre angulaire d'un débat national, il y a d'autres contributions qui vont arriver. On a dit, très bien, c'est normal, et donc on attend les autres contributions. Il y a eu tout un tas d'autres contributions. Le contexte international a fait que ce n'était pas possible d'aller plus vite. On se retrouve en avril 2024, un an après. Un an après. Et là, on nous dit, vraiment, la position de la Convention a été une position équilibrée, juste, apaisée, remarquable, parce qu'elle tient sur 2 jambes. Elle tient sur 2 jambes et elle dit qu'il faut renforcer les soins palliatifs, mais pas seulement. D'ailleurs, la recherche, la formation, l'information, etc. Et puis, elle dit que c'est la première jambe et que la deuxième jambe, c'est qu'il faut aller vers une aide active à mourir. Un continuum entre les 2 jambes, donc les 2 dimensions du texte. Ça, c'était il y a presque un an maintenant. On est en janvier 2025. Comment c'est possible de convoquer un exercice de démocratie délibérative, de le saluer, d'aller dans son sens, de prendre des engagements, et qu'on se retrouve maintenant là où on en est. Alors, vous avez un début de réponse ? Il y a une dissolution. Oui, ça c'est un fait. C'est un fait, et puis il y a eu une censure. Et puis après, je crois sincèrement, mais là je ne vais pas faire du commentaire politique, mais je pense que nos responsables politiques ne se rendent pas compte quand même, et là je sors de la fin de vie, de l'état de notre démocratie, et qu'on a quand même vraiment grandement besoin qu'on aille au bout des engagements qui sont pris. Ça, je pense que c'est important de le dire, parce qu'on a fait un exercice remarquable dans des temps hyper contraint, on a tenu les délais, ça s'est extrêmement bien passé. Vous craignez au fond que cette convention n'ait servi à rien ? Je ne dirais pas ça, parce que ça serait vraiment dramatique, mais je pense qu'il y a un engagement, et que la moindre des choses pour que ça fonctionne, c'est de tenir ces engagements, sinon la confiance, elle sera profondément ébranlée. Donc il y a un sujet démocratique, c'est important. Alors je vous propose, et je vous donne la parole dans un instant, d'essayer de comprendre un peu où est-ce qu'on en est, puisque d'après ce qu'on a compris, Olivier Falorni, vous avez décidé de reprendre le contenu du projet de loi de Catherine Vautrin, qui était ministre de la Santé à l'époque. On était dans le gouvernement Attal. Exactement dans la proposition de loi. Le débat, il était très riche, notamment sur les soins palliatifs, et il était transpartisan. Compte rendu de séance, et je vous donne la parole pour les soins palliatifs juste après. C'est un sujet de Stéphanie Despierres, regardez. La discussion s'est arrêtée le 7 juin à l'article 7 du projet de loi. Après 9 jours de débat, les députés avaient déjà voté la partie 1, le renforcement des soins palliatifs, et ils avaient bien avancé sur le volet de l'aide à mourir. Ils avaient décidé de qui peut en bénéficier. Le malade doit avoir au moins 18 ans, résider en France et conserver ses capacités de discernement plein et entier. Il doit éprouver des souffrances physiques ou psychologiques réfractaires au traitement. La personne devra être atteinte d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Cette formulation a été validée au terme d'un très long débat, vif sur le fond, parfois tendu, mais plutôt respectueux. Au premier jour des discussions, la ministre de la Santé soulignait la difficulté de légiférer sur la fin de vie. Nous allons évoquer les dilemmes les plus déchirants de notre existence. Nous toucherons à l'intime de chacun, mais devons-nous légiférer sur de tels sujets seulement à partir d'un vécu personnel ? Je ne le crois pas. Ce projet de loi, par sa portée, nous invite au dépassement de soi. L'émotion, l'expérience personnelle l'ont parfois emporté. Les clivages politiques sont souvent dépassés. Au sein d'un même groupe, les députés défendent parfois des convictions totalement opposées. Une autre question a longuement divisé l'Assemblée. Qui administre la substance létale aux malades ? Le gouvernement proposait que cela puisse être un soignant ou un proche, si le patient n'est pas capable de le faire lui-même. Les débats ont été denses. Finalement, les députés disent non à l'intervention d'un proche. Pour aller au fond des choses, une 3e semaine de débat a été rajoutée en cours d'examen de la loi. Elle n'aura jamais lieu.
à cause de la dissolution. Alexis Murnau, ce qui était impressionnant aussi dans ce débat, c'est que sur les soins palliatifs, il y avait consensus. Et c'était intéressant parce que même s'il y avait des demandes précises d'amendements, ils vont être repris. Donc qu'est-ce que vous dites, vous qui défendez les soins palliatifs? Vous dites aux députés, votez ce premier texte, s'il y en a deux, et arrêtez-vous là? Moi, je n'ai qu'une seule obsession, c'est de pouvoir améliorer l'offre de soins, la qualité de vie des personnes qui sont vulnérables par la maladie, le handicap, la vieillesse. La législation en matière de soins palliatifs, on l'a déjà. On a 4 belles lois, en 99, en 2002, en 2005 Ce qui manque, c'est les moyens. Et en 2016. C'est le rapport de la Cour des comptes, 150 000 personnes qui n'ont pas accès à des soins palliatifs chaque année. Un Français sur deux seulement. C'est 21 départements qui n'ont pas unité de soins palliatifs. Donc si vous voulez, moi je ne comprends pas bien l'histoire des deux textes. En fait, il n'y a pas vraiment besoin de loi supplémentaire sur les soins palliatifs. Je rejoins M. Falorni, c'est le projet de loi de la sécurité sociale. On va débloquer des budgets. Vous êtes d'accord avec ça? Pas besoin de loi? Le texte budgétaire permet de renforcer les moyens des soins palliatifs? Alors, faire appliquer la loi de 99. Donc vous dites pas besoin de proposition de loi depuis 25 ans, il y a en théorie en France un droit aux soins palliatifs pour tous. Et force est de constater que ce n'est pas complètement le cas. Et donc, Madame Braun-Pivet le disait encore hier, et vous venez de le dire, il n'y a pas forcément besoin de la loi. Ce qui est nouveau en matière législative, c'est de discuter, de savoir si oui ou non il est nécessaire, intéressant, utile, risqué d'introduire un faire mourir, c'est-à-dire une euthanasie ou une suicide assisté qu'on appelle l'aide à mourir. Et c'est là-dessus qu'il va y avoir débat. Et il va y avoir débat pendant des mois parce qu'il va y avoir le Parlement et le Sénat. Ça ne doit pas retarder le développement des soins palliatifs. C'est intéressant parce que la SFAP est très engagée sur ce débat. Et depuis des années, elle vous dit au fond, zéro loi. C'est un peu ça l'idée que vous dites ce soir. En soins palliatifs, oui. Alors, Olivier Falorni, est-ce qu'on a besoin, vous l'avez mentionné, est-ce qu'on a besoin pour donner plus de moyens de passer par une nouvelle loi? Est-ce que le budget ne suffit pas? Je crois qu'on a besoin de deux choses. Effectivement, l'urgence, ce sont les sous. Et donc, les sous, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale et l'application de la stratégie décennale, 100 millions d'euros en plus par an. Donc ça, c'est la priorité, c'est l'urgence. En revanche, je pense que dans la première partie du texte de loi, il y a des choses intéressantes comme les maisons d'accompagnement, comme le plan personnalisé d'accompagnement, voilà, qui sont des plus, qui sont plus structurels. Sont créés par ce premier volet. Qui peuvent être votés tout de suite. Oui, et puis qui ne nécessitent pas une loi à elle seule. C'est pour ça que je milite pour un texte global, avec une partie des soins palliatifs qui a été très longuement travaillé, et c'est pour ça que j'ai repris le texte tel qu'il était au moment de la dissolution, c'est-à-dire avec toute la partie 1, votée par l'ensemble des collègues. D'ailleurs, quand la porte-parole du gouvernement vous dit le plus vite possible, pas d'abandon du sujet, vous avez des garanties aujourd'hui? Vous ne savez pas. Et vous savez, je vais vous faire un aveu. J'ai déserté l'armée des naïfs depuis longtemps, donc je suis prudent. Bon, Thibault Bazin, on voit bien quand même qu'il y a un lien. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent, s'il y avait des soins palliatifs pour tous, on peut voir circuler certains sondages en Suisse, il n'y aurait pas autant de demandes d'aide à mourir. Est-ce que c'est votre argument principal pour vous opposer à l'aide active à mourir? Alors, c'est une question éthique qui a été soulevée à la fois dans le rapport du CCNE, qui a été soulevée lors de certaines auditions avec la mission d'information qu'on avait pu mener. C'est pour certains, et je le dis, voilà, il y a un désaccord, mais pour certains, c'est un préalable éthique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir garanti l'accès aux soins palliatifs. Sur la question financière, parce qu'il y a deux volets sur les soins palliatifs. Il y a la question organisationnelle, la question financière. Sur la question financière, on n'a pas mis la totalité des moyens à date, et on n'a pas réformé totalement le mode de financement. D'ailleurs, il y avait une... Vous verrez ça dans le budget, là. Sur les maisons d'accompagnement. Ça arrive bientôt, plus rapidement. C'est pas dedans. C'est aujourd'hui, même dans le PLFSS actuel, on n'a pas la réforme ça n'a pas été repris dans le PLFSS actuel. Le budget de la sécurité sociale. Oui. Mais il y a de l'argent, il y a 100 millions d'euros de plus. Oui, il y a 100 millions, mais ça ne permet pas de garantir l'accès aux services publics. Et donc la question qui est posée, c'est des personnes qui seraient privées de cet accès aux soins palliatifs, ils n'auraient pas la même réponse, peut-être, à la question s'ils sont privés. Et ça, c'est quand même, pour les soignants
qui ont un devoir de soigner et d'accompagner, il y aurait un manque de liberté à certains moments. Et dans nos territoires, ça on a pu l'établir, je pense aux malades de Charcot, par exemple, dont on sait que la maladie est incurable, qu'elle est réfractaire à tous les traitements et qu'elle est neurodégénérative et qu'elle, évidemment, quand le pronostic vital est engagé, en phase avancée, on est dans le cadre vraiment de cette nouvelle loi. Est-ce que vous dites les soins palliatifs vont pouvoir aider ces malades-là où il faut les entendre quand ils ont une demande? On peut parler de la maladie de Charcot. D'ailleurs, il y a eu un débat pendant la séance là-dessus. Est-ce qu'ils étaient concernés ou pas? D'ailleurs, on avait eu des interventions un peu étonnantes par rapport à ça. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que, attention, la proposition telle qu'elle est sortie de la séance, incomplète, elle ouvrait, y compris à des souffrances psychologiques uniquement. On est très loin de Charcot et à un stade avancé, mais pas terminal. Or, on peut avoir des stades avancés où on n'est pas dans la fin de vie. Et donc, la cible et le périmètre, tel qu'on est, on est en sortie, moi, des jeunes qui ont des souffrances psychologiques uniquement, je pense très sincèrement qu'on franchit une ligne qu'on ne doit pas franchir sur le sujet. Souffrance physique n'était pas dans la loi? Souffrance psychologique uniquement. Non. Uniquement? Non, les deux étaient dans la loi. Ça a été rajouté dans l'amendement. Alors, essayez d'être pédago pour ceux qui nous regardent. On n'est pas dans l'hémicycle. De la santé mentale. Olivier Falorni. Thibault Bazin a à la fois raison, mais il est très partiel. Et j'ose espérer qu'il n'est pas partial. Parce qu'effectivement, il y a la dimension des souffrances physiques ou psychiques réfractaires. Mais c'est cumulatif. C'est cumulatif, avec les 5 critères, comme l'a très bien dit votre reportage. On va les revoir d'ailleurs, s'afficher à l'écran, les 5 critères. Il faut cocher, entre guillemets, les 5 critères. C'est-à-dire être majeur, atteint français, d'une affection grave et incurable en engageant le pronostic vital en phase avancée au terminal. Les souffrances, c'est un point supplémentaire, c'est cumulatif. On voit souffrance physique ou psychique, réfractaire absolument. Ou insupportable? Oui. Ça veut dire que c'est l'un ou l'autre? Ah ben, on a considéré beaucoup de monde. Quand même. On a considéré. Non mais je le redis bien, il s'agit de personnes qui sont atteintes d'une maladie grave et incurable, engageant son pronostic vital. C'est pas de dire je suis en pleine dépression, j'ai des souffrances psychologiques. Je veux pas qu'on laisse entendre qu'on peut accéder et naître et mourir parce qu'on a une souffrance psychologique. Ça n'est pas vrai. Est-ce que vous répondez quand même à l'argument qui est puissant, qui est de dire, au fond, si on avait des soins palliatifs dans tout le territoire, la demande d'aide à mourir diminuerait? Claire Toury. En fait, pardon, mais du coup, je trouve ça à la fois drôle et en même temps, je trouve ça long quand même. Je reviens pas sur ce que je disais avant. On revient à des débats qu'on a eus il y a plusieurs mois, plusieurs années. Mais depuis des décennies, la question... Mais c'est normal, la question de la fin de vie, c'est hyper difficile. Enfin, je dirais jamais le contraire. Et heureusement qu'on prend du temps. Et heureusement qu'on prend du temps. Oui, mais juste quand même, c'est là où enfin, j'ai un point de nuance, de désaccord avec ce que vous dites sur le fait que la loi soit complexe, que c'est un problème, une loi complexe. Moi, je crois pas, en fait. Non, je n'ai pas dit que c'était un problème. J'ai dit qu'un texte très long, on a du mal, voilà, et que si on scindait, on aurait 2 textes plus courts et pour lequel plus digeste. Je parle par expérience parlementaire. Bon, en tout cas, moi je pense que la complexité sur un sujet comme celui-ci, c'est plutôt une bonne chose. Assumer que c'est complexe, que c'est nuancé, qu'il y a tout un tas de visions, d'expériences différentes, etc., c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est pas ce sur quoi je voulais réagir tout de suite. C'est plutôt, on n'arrive pas à trancher la question de la fin de vie. On n'arrive pas dans les espaces de représentation classiques. Et c'est bien pour ça, et d'ailleurs c'était l'intérêt de la Convention. L'intérêt de la Convention, c'est de dire, monsieur et madame tout le monde, vous ne représentez rien ni personne si ce n'est vous-même. Vous, monsieur et madame tout le monde, est-ce que vous êtes capable, en vous réunissant avec une méthode qui est éprouvée, en débattant, etc., est-ce que vous êtes capable d'essayer de construire un chemin qui soit accepté et approprié par le plus grand nombre dans le respect, justement, des différences, des divergences et est-ce que vous pouvez le faire? Et c'est ce qu'on a fait. Oui. Enfin, c'est ce que les citoyens de la Convention ont fait, précisément parce que cette histoire de est-ce que s'il y avait des soins palliatifs partout, on n'aurait pas besoin d'aide active à mourir? En fait, on refait systématiquement le débat alors qu'il avance. Il est très important, cet argument. Mais juste, et dernier point là-dessus, parce que comme j'ai quand même vraiment vécu avec ces citoyens pendant plusieurs mois, ce qui est leur grande fierté, vraiment, c'est d'avoir
pousser les deux sujets ensemble. Vraiment, pour eux, c'est pas l'un sans l'autre. C'est un modèle de société qui doit penser les deux jambes. Alors, c'est pas très joli, un modèle de société avec deux jambes, mais en tout cas de façon articulée. Alors, Alexis Bourdeau, cette question démocratique, elle est fondamentale parce que le législateur, il ne légifère pas dans une bulle. Il y a eu la Convention citoyenne et puis il y a l'opinion, il y a les Français. Sondage après sondage, vous les connaissez mieux que moi, j'ai regardé, le plus récent, c'est l'IFOP. En mai dernier, 92% des Français attendent cette avancée législative sur l'aide active à mourir. Vous ne pouvez pas l'ignorer, ça? Je ne l'ignore absolument pas et je pense que cette opinion, elle existe depuis la nuit des temps. La projection qu'on peut avoir d'être un jour vulnérable par la maladie, le handicap, la vieillesse ou d'être déficient, eh bien, elle fait peur. Et l'idée de dire, si je me trouve dans une situation épouvantable où personne ne peut me soulager, ça me rassurerait de savoir qu'il y a une échappatoire. Deux choses à ça. La première, c'est de dire qu'aujourd'hui, les soins palliatifs... Face à la maladie, les choses changent, c'est ça? Absolument. La première chose, c'est qu'on peut complètement changer d'avis, je le vois au quotidien là-dessus, mais je ne dis pas que les soins palliatifs règlent tout. Moi, je voudrais dire quelque chose de très important sur l'aide active à mourir, c'est-à-dire le faire mourir, l'euthanasie et le suicide assisté, puisqu'il s'agit de cela, même si les mots ne sont pas dits dans le texte. Ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est de trouver une limite de ce qui pourrait être acceptable pour un acte létal et de ce qui ne l'est pas. C'est extrêmement difficile. Il n'y a pas un pays au monde qui a tenu. Et si vous voulez, probablement qu'il y a des personnes pour qui ça peut être le dernier service à rendre. Mais pour tous les autres, j'ai suivi, mais comme vous, les heures et les heures d'audition à l'Assemblée nationale et les débats. Vous avez des gens qui ont sans cesse voulu élargir aux malades psychiques. Vous avez quelqu'un avant-hier qui parlait de mettre les patients qui sont en maladie d'Alzheimer. Et puis dans des pays, c'est les gens qui sont juste âgés. Vous appelez à la vigilance. Mais il faut que ce débat se tienne. Ça a trop duré. Est-ce qu'il aura lieu, ce débat, Olivier Falorni? Est-ce que vous pouvez nous le garantir? Il aura lieu parce que sinon, le référendum est possible. Hein, le président a dit qu'il cherchait un sujet. Comment peut-on imaginer que l'Assemblée nationale, que la représentation nationale n'aborde pas ce qu'a dit d'ailleurs François Bayrou dans son discours de politique générale, un sujet de société majeur, je le cite, et quand 9 Français sur 10 disent on ne peut pas traiter comme ça en disant ils ne savent pas de quoi ils parlent, les Français. À un moment, il faut quand même les prendre aussi comme des citoyens responsables. La représentation nationale ne peut pas faire abstraction de cette volonté et elle doit traiter le sujet. Après, les parlementaires voteront pour, voteront contre. Mais ayons ce débat. Merci. On s'arrête là. On va se retrouver pour ce débat, parce qu'LCP, elle avait déjà suivi de façon très scrupuleuse. On vous réinvitera. Merci à vous. Bonsoir, Denis Leven. Bonsoir. Et merci d'être mon invité franc-parler dans un tout petit instant pour évoquer votre dernier essai qui tombe à pic dans l'actualité. La France doit travailler plus, chez Albin Michel. Voilà qui mérite d'être clair. La défaite du travail est au cœur du mal français, selon vous. L'invitation de Marion Becker. Interview juste après. Si on vous invite, Denis Oliven, c'est parce que vous estimez qu'on ne travaille pas assez en France et que le travail est découragé. C'est ce que vous expliquez dans votre dernier essai « La France doit travailler plus ». Denis Oliven, vous, le chef d'entreprise et essayiste, aujourd'hui président d'Editis, un des leaders français de l'édition. Le gouvernement aurait-il lu votre livre? La question du temps de travail est un vrai sujet qu'il faudra aborder, puisque nous sommes dans un pays qui travaille le moins de tous les pays européens. Donc moins de travail, moins de création de richesses, plus de déficit, moins de partage de la valeur. Pour asseoir votre raisonnement, Denis Oliven, vous vous appuyez sur un chiffre. Les Français travaillent en moyenne 664 heures par an par habitant, quand les Allemands travaillent 729 heures et les Américains 803 heures. Mais si on regarde dans le détail, c'est surtout que les Français sont moins nombreux à travailler. 6 Français sur 10 ne travaillent pas. Ça veut dire que la charrette France, c'est 4 personnes qui travaillent et qui traînent, qui tirent un véhicule sur lequel sont assis 6 Français. Alors, selon vous, il faudrait inciter les Français à travailler en allégeant la fiscalité du travail pour augmenter les salaires. Vous partez du principe que des emplois mieux payés attireraient davantage et donneraient moins envie de partir à la retraite, que si les Français ne sont pas heureux au travail, c'est parce qu'on ne les paye pas assez.
Et bienvenue sur ce plateau, Denis Oliven. Merci. Alors, la défaite du travail, c'est le vrai scandale français, c'est ce que vous nous dites dans ce livre, la cause de toutes nos crises, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, sans distinction. Expliquez-nous. Je crois que c'est le problème français numéro 1 depuis une trentaine d'années qui explique en effet nos difficultés, les difficultés dans lesquelles nous enfonçons, nos détresses, nos colères, la crise des gilets jaunes, la crise de la retraite, le blues des fonctionnaires et puis la montée en puissance des forces politiques radicales, la crise politique que nous traversons, tout simplement parce que, comme nous ne travaillons pas assez, on va revenir sur ce que ça veut dire. On va y revenir dans le détail. Notre richesse est insuffisante. Et donc, nous créons deux problèmes majeurs pour les Français, deux irritants majeurs, pas assez de distribution de pouvoir d'achat et un sous-financement de nos services publics. Ce sont les deux sujets majeurs de la France. Les salaires, la santé, l'éducation, la sécurité. Exactement. Sachez que, par exemple, il y a, en 1960, pour doubler votre niveau de vie par la distribution du pouvoir d'achat, il fallait 20 ans. Aujourd'hui, il faut 90 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les embouteillages aux urgences, les professeurs pas remplacés, les infirmières. Tout ça nourrit le déclin, le sentiment de déclassement. Alors, ce qui est implacable dans votre diagnostic, ce ne sont pas les Français qui travaillent moins que les autres, j'insiste là-dessus, c'est le pays qui n'a pas assez de travailleurs. Expliquez-nous bien, ça fait une différence, parce qu'on n'est pas des feignants, on n'est pas des flemmards. Absolument, j'ai essayé de... C'est pour ça que j'écris ce livre de la manière, je l'espère, la plus pédagogique et la plus claire, pour que chacun puisse en prendre conscience. On dit souvent, les Français ne travaillent pas assez, vous, moi, non. Vous, moi, la boulangère du coin, l'ouvrier, le paysan, travaillons un peu moins que les autres Européens, mais ce n'est pas tellement grave. Ce qui est en revanche le particularisme français, c'est que 6 Français sur 10 ne travaillent pas. Je ne parle pas des très jeunes. Bien sûr, il y a les très jeunes et les très âgés, mais vous ça, c'est normal. Vous tirez ce chiffre du nombre d'heures travaillées par habitant de l'OCDE. Je compare, oui, je regarde ce qu'on appelle le taux d'activité. Je nous compare à l'Allemagne, par exemple. 729 heures en Allemagne, 664 en France. Voilà, là où l'équipe de foot de production de richesse allemande aligne 11 joueurs, nous, on en aligne 8. Comment voulez-vous qu'on gagne le match? C'est qui, en fait? C'est les jeunes en formation, parce qu'on a beaucoup moins d'alternance que les Allemands. C'est les gens qui travaillent au domicile, les femmes, parce que nous avons beaucoup moins de temps partiel d'emploi, de petits emplois complémentaires qu'en Allemagne. Et puis, c'est la question des retraites, parce que nous avons une retraite plus précoce, donc plus de retraités. Et ça, c'est pour ça que nous ne produisons pas assez d'heures de travail et donc pas assez de richesse. Il y a 40 ans, nous avions exactement la même richesse par habitant que les Allemands. Et aujourd'hui, nous sommes 15% en dessous. Ça veut dire, pour que ça soit concret, si nous avions la même richesse par habitant que les Allemands, nous aurions, par exemple, 150 milliards de recettes publiques, en plus 150 milliards. Oui, et donc plus aucun problème de déficit. Il y a cet aspect nombre d'actifs, taux d'activité, d'emploi, et puis il y a le travail qui ne paie pas assez. Vous aviez écrit il y a quelques décennies la préférence pour le chômage, cette note qui avait fait date. On y est toujours ? On est bien au-delà, on a un problème bien plus grave. À l'époque, c'était la question du travail non qualifié. Là, c'est bien plus grave. En effet, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation par rapport à l'Allemagne? Parce que les prélèvements sur les revenus du travail, impôts et cotisations, sont beaucoup plus élevés chez nous que chez nos voisins. Sachez le coût du travail est trop haut. C'est pas tellement le coût du travail, c'est que la rémunération nette des salariés est trop faible. Sachez qu'à partir du mercredi midi, les travailleurs français travaillent non plus pour eux, mais pour la collectivité, pour la redistribution. Sachez que si votre employeur décide d'investir 100 € de plus pour votre rémunération, il n'y en a que 43 qui vont venir dans votre poche. Le reste, c'est les impôts et les charges. Ouais, on le voit tous sur nos fiches de paie quand on est salarié, le différentiel entre le brut et le net. Et donc, vous êtes beaucoup moins incité à travailler. Si on avait dit aux salariés français, au moment de la réforme des retraites, bon, vous allez travailler 2 ans de plus, mais on va réduire les impôts et les charges sur vos salaires, vous allez améliorer, par exemple, de 10% votre rémunération. Alors, ils auraient accepté 64 ans. Je pense que la question aurait été toute différente.
Vous parlez d'un déni mortel face à cette défaite du travail. Vous êtes très sévère avec nos politiques, hein, quels qu'ils soient. Honnêtement, il y a eu pas mal de politiques économiques pour essayer justement de trouver des solutions à ce que vous pointez, cette défaite du travail. De Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, en passant même par Hollande, qui a diminué les charges, ce qui pèse sur le travail, et Emmanuel Macron. Également, forcément, on pense à l'apprentissage, notamment, qu'il a boosté en investissant. Bien sûr, un certain nombre de choses ont été faites, mais le problème, c'est qu'on n'a pas évalué à sa juste mesure la centralité de cette question. Je me souviens de Tony Blair, qui avait dans une déclaration de politique générale, dit la Grande-Bretagne a 3 problèmes, l'éducation, l'éducation, l'éducation. Nous venons de vivre la 15e déclaration de politique générale en 30 ans. Si un Premier ministre avait dit nous avons 3 problèmes, 1, le travail, 2, le travail, 3, le travail, avoir plus de travailleurs, une population active plus élevée, 2, payer mieux le travail, et 3, être plus productif, le visage de la France serait tout différent. Donc oui, on a essayé ici ou là de prendre des mesures, mais on n'a pas fait de ce sujet qui est pourtant central, l'alpha et l'oméga de la politique française. Quand Catherine Vautrin, la ministre du Travail, propose de travailler 7 heures de plus par an, c'est cosmétique pour vous, si je vous suis bien. C'est surtout Shadok. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le problème numéro 1, c'est qu'on ne paye pas assez. Alors qu'est-ce qu'on fait, Denis Oliven ? Si on dit encore aux salariés français, à qui déjà on prend plus de 45% de leur revenu du travail à travers les cotisations et les impôts, en plus de ça, vous allez travailler gratuitement, c'est la mécanique française à tuer le travail. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous proposez pour faire en sorte que le travail paie 4 choses très simples. 1, encourager l'apprentissage, vraiment, massivement. 2, faire ce que les Allemands ont fait il y a 15 ou 20 ans, encourager le temps partiel en l'exonérant de charges et en l'exonérant d'impôts. 3, ce qu'on fait avec les retraites. 4, baisser de manière significative le poids des prélèvements sur les revenus du travail en trouvant, par exemple... Ou en transfert. Alors, 2 choses. Il faut d'abord trouver une autre ressource, mais il faut en même temps être sûr qu'on va augmenter le salaire net des travailleurs. Ça, c'est une évidence. Donc, 1, on baisse les salaires, les charges et les impôts des travailleurs. Mais où vous trouvez l'argent pour compenser ? On a plusieurs ressources. Je vous en donne une, par exemple. Le foncier bâti. En France, le foncier bâti, c'est 9 000 milliards d'euros, la valeur du foncier bâti. Si vous prélevez 1% sur le foncier bâti, ce n'est pas énorme. C'est 90 milliards d'euros. Ça veut dire la taxe foncière qui augmente ? Pas forcément la taxe foncière, il y a plusieurs façons de le faire. Quand on est propriétaire et qu'on a une maison sur un terrain qu'on a Exactement. C'est notamment les entreprises qui sont propriétaires de leur propre terrain. Combien ça rapporte ? C'est 1%, c'est 90 milliards d'euros. Si vous enlevez 90 milliards d'euros des prélèvements sur le travail, vous pouvez augmenter de 10% un mois les salaires français. Vous vous rendez compte comment ça change radicalement la face de notre pays ? Oui, et résorber au passage nos déficits, ça fait une pierre de coups, effectivement. Ce mal français, vous trouvez que les politiques, au fond, n'ont rien fait pour y remédier? Pire, ils le creusent. Le mal-travail. Je pense à François Ruffin. Vous avez lu son essai. Il est député ici à l'Assemblée nationale. Il a pointé du doigt quand même ce qu'on appelle la souffrance au travail. Il a fait parler des salariés sur le terrain. Il a montré ce que c'était que des horaires fractionnés et parfois même une forme de domination qu'on peut exercer dans certaines entreprises. Vous lui répondez quoi? Il se trompe? Non, je pense qu'il a raison. Je pense qu'en effet, dans les raisons qui expliquent les difficultés du travail en France, il y a d'abord la rémunération, mais il y a aussi les conditions de travail. Un certain nombre d'enquêtes montrent que la France est mal positionnée sur ce terrain. Par exemple, on a plus d'accidents de travail que d'autres pays européens, et il y a d'autres éléments. Donc c'est un vrai phénomène. Mais ça n'explique pas tout. Ça explique, il faut qu'on travaille là-dessus aussi. Mais si vous demandez aux salariés français, par exemple aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous regardent, si vous leur dites, écoutez, entre améliorer de 10% votre situation au travail, je ne sais pas, moi, vous vous faites engueuler 10 fois par votre patron dans l'année, vous vous faites engueuler 9 fois, ou bien améliorer de 10% votre rémunération, c'est-à-dire vous donner un 13e mois, quel est ce qui est le plus important pour vous? Les enquêtes montrent que ce qui est le plus important, c'est la rémunération. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le reste, mais il faut faire ça d'abord. Donc je passe évidemment sur le droit à la paresse que vous trouvez complètement anachronique. Sandrine Rousseau appréciera. Vous êtes un homme de gauche. Qui a tenu la plume, le chef d'entreprise ou l'homme de gauche? Je considère que la politique que je définis, l'analyse que je fais est une politique de gauche. Parce que qui porte ce discours sur la valorisation du travail à gauche? Malheureusement, personne. Mais je pense qu'améliorer la condition des travailleurs en améliorant la rémunération,
Améliorer la situation des travailleurs en finançant mieux les services publics, c'est une politique de gauche. C'est possible de le faire sans précariser le travail dans une société ultra flexible, ubérisée? Oui, absolument, parce que par exemple, si vous prenez la question des temps partiels, il y a 8% de temps partiels choisis en France, 20% en Allemagne, et 90% des salariés allemands de temps partiel sont heureux de leur situation. Il faut que vous l'encadriez, c'est tout. Il ne s'agit pas que ce soit la loi de la jungle. Alors à qui vous l'envoyez en priorité? Mais à quelle politique? Non, je l'envoie. C'est pour ça que j'ai essayé de l'écrire de la manière la plus pédagogique, la plus lisible possible, pour que n'importe qui ne connaît rien aux mathématiques et pas du tout l'économie puisse le lire. Je pense que c'est l'opinion qui doit se saisir de ce projet pour pousser ceux qui nous gouvernent à agir sur ce problème qui est le problème numéro 1 de la France. La France doit travailler plus et les Français être mieux payés. Le sous-titre est fondamental, c'est à lire chez Albin Michel. Merci beaucoup, Denis Leven. Je vous propose de rester avec moi parce que la question qui vient, c'est une question qui fâche avec nos chroniqueurs en lien direct avec votre livre. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Fanny Guinochet ce soir de la Tribune et France Info, la radio, chroniqueuse économique bien sûr, et Catherine Tricot qui dirige la rédaction Regard, qui vont toutes les deux affûter leurs arguments parce que voici la question qui fâche ce soir. Dans le viseur ce soir, une proposition pour financer la protection sociale et elle concerne nos retraités les plus riches. C'est-à-dire qu'il y a différentes taxes et cotisations qui pourraient être envisagées sur les retraités, encore une fois, qui peuvent se le permettre. En toute franchise, la ministre du Travail lance là ce qu'on appelle un pavé dans la mare. Il faut qu'on arrête de voir les retraités comme un bloc homogène. Les retraités, il y a autant de retraités qu'il y a de salariés. Faire contribuer 40% des retraités en fonction du niveau de pension, peut-être à partir de 2 000 ou 2 500 €. Cette mise à contribution rapporterait entre 500 et 800 millions d'euros. L'idée ne déplaît pas au patron du MEDEF. Si tout le monde doit contribuer à l'effort de guerre, en quelque sorte, pourquoi pas? Sauf que ce matin, Matignon temporise et prend ses distances. Le gouvernement n'est pas du tout dans cette perspective aujourd'hui. Aujourd'hui, ne nous perdons pas en délire, voilà, des uns et des autres, en position des uns et des autres, en déclaration des uns et des autres. C'est un sujet suffisamment important pour qu'il mérite du dialogue et de la concertation. Donc, point à la ligne. Point à la ligne. De quoi calmer, peut-être, les politiques sur le feu depuis l'annonce. C'est se moquer du monde de faire de telles propositions. Oui, c'est en train de s'ériger en ligne rouge. On ne s'est pas battu pour que les retraités voient leur retraite indexée sur l'inflation, pour aujourd'hui accepter de les voir se faire spolier finalement le fruit de leur travail. Et cette levée de bouclier vient de tout l'échiquier. Il y en a assez maintenant, que ce soit le concours, l'épine de la taxe ou de l'impôt supplémentaire. Taxer, ça ne fait pas une politique, ça ne fait qu'abaisser le niveau de vie des retraités. Mais la ministre n'aurait-elle pas tenté de lever là un tabou? Alors la question qui fâche ce soir, les retraités sont-ils intouchables? Fanny Guinochet. Pas touche aux retraités. On le voit dans les réactions politiques que vous avez qu'on voit là ce soir. Effectivement, dès qu'on évoque l'idée d'un effort, que ce soit sous la forme d'un impôt, d'un prélèvement, de la part du côté des retraités, tout de suite, il y a une levée de bouclier. À côté de ça, il faut voir ce que l'on demande aux actifs. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est ça. Les actifs, ils ont pris une réforme des retraites depuis... alors, ils en ont pris en 2010, ils en ont pris en 2014, ils en ont pris en 2023. On leur demande de travailler toujours plus longtemps. Là, on évoque une deuxième journée de solidarité. Grosso modo, c'est travailler plus, ça va vous faire plaisir, mais en n'étant pas payé plus, 7 heures dans l'année... Tout ça pour financer quoi? Des retraites. Alors, justement, est-ce qu'elle a raison, Astrid Panosyan, de mettre les pieds dans le plat? Moi, je pense qu'elle a raison. Je pense que c'est un vrai débat au nom de la solidarité intergénérationnelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a un couac dans l'opinion. On imagine que et d'ailleurs ça a été dit par un des politiques on spolie les retraités. Non, aujourd'hui, ce sont les actifs qui payent les retraites
de nos aînés. Donc système par c'est votre répartition. travail, c'est voilà, intergénérationnel. C'est pas moi qui travaille, mais de côté donc, de l'argent. Pour les plus aisés, vous dites oui, chiche, il faut qu'ils contribuent davantage. Après, évidemment, il faut trouver où on met le curseur, de quelle manière. À partir de quand on est riche, quand on est retraité. Alors ça, c'est un vrai sujet. On va y revenir dans un instant, mais c'est un petit face-à-face. Entre les générations qu'il faut voir aujourd'hui, il y a plus de retraités aisés qu'il n'y a il y a moins de retraités pauvres qu'il n'y a d'enfants, de jeunes qui sont pauvres. Catherine Tricot. La moitié des retraités gagnent moins de 1 531 € par mois. Donc là, on parle des plus aisés. Oui, non, mais on parle des plus aisés, donc des 40%, c'est-à-dire qu'en fait, ce dont on parle, c'est des gens qui gagnent un peu plus que 1 500. Le médian, c'est 1 530. Quand elle dit, la ministre, à partir de 2 000, 2 500 €, donc déjà, ce que je veux dire, c'est que les retraités, certes, nous ne sommes plus dans les années 70, avant que Valéry Giscard d'Estaing fasse évoluer la politique en direction des retraités et fasse qu'on ne soit plus dans un système de misère pour les retraités. Donc maintenant, les retraités ne sont plus miséreux, mais ils sont quand même pas très bien garnis. Mais il y en a qui sont d'accord pour payer davantage, ils le disent. Hein. Mais écoutez, d'abord, ce que je veux vous dire, c'est que déjà, ils payent davantage. Ils payent davantage ne serait-ce que parce que il y a beaucoup de solidarité entre les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Donc cet argent, il reste pas... Ils aident leurs enfants. Oui, il reste pour pas... leurs études, pour accéder à la propriété. Ils ne s'envolent pas, je ne sais pas moi, dans les fonds de pension, dans je ne sais pas quoi. L'argent des retraités, je suis journaliste, mais je suis aussi urbaniste. Et je peux vous dire que l'économie urbaine, elle bénéficie profondément dans beaucoup d'endroits en France des retraités parce que ce sont des ressources qui vont... Qui contribuent à l'économie du pays déjà, c'est ce que vous nous dites. Et au fait qu'il y ait des endroits en France qui ne soient pas désertiques et qui continuent d'être habités. Et sur les actifs, est-ce qu'il n'est pas temps de les soulager un peu les actifs? Ah non, mais moi j'ai écouté votre conversation tout à l'heure. Je partage tout à fait l'idée qu'il faudrait avoir une réflexion sur le travail, c'est-à-dire sur le payer mieux et sur le travailler mieux. Parce qu'il ne faut pas seulement travailler plus, il faut travailler mieux. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la formation pour ne pas rester tout le temps à des tâches qui sont des tâches... Alors oui, mais restons concentrés sur l'objet de la question. Oui, mais donc, ce que je veux dire, c'est... À partir de quand on est un riche retraité? Ah ben moi, je pense que 2 000 € n'est pas un riche retraité. Enfin, est-ce qu'on vit... Attendez, est-ce qu'on vit aujourd'hui bien, confortable, à 2 000 €? Mais donc, parlons sérieusement. Je ne sais pas ce que... Le riche qui est de 2 000 ou de 2 500 €... C'était un ballon d'essai, ça peut être 3 000. Hein. Oui, mais attendez, ça n'est plus du tout la même chose. Dire 3 000 ou 3 500 €... Là, vous seriez d'accord? 3 500 €, je ne sais pas de quoi on parle d'ailleurs. Par ailleurs, elle ne dit pas de quoi elle parle. Mais alors, justement, il y a 3 500 €, c'est autre chose. C'est-à-dire que les gens qui ont un revenu à la retraite qui permet, et moi je dirais autour de 3 000, 3 500, parce que pourquoi je dis ce chiffre-là? Parce que c'est à peu près le coût d'un EHPAD. C'est-à-dire qu'en fait, justement, parce que là, l'idée d'Astrid Panosyan, c'est qu'on finance une partie de la dépendance. C'est-à-dire que, puisqu'on est dans un système par répartition, les actifs, ils payent pour la retraite, et finalement que les retraités payent un petit peu, ceux qui sont aisés, reste à voir où mettre le curseur, mais payent un petit peu pour la dépendance, parce qu'on vit plus longtemps, parce qu'il faut payer des EHPAD. Vous voyez dans la file, ça me semble pas incongru que le retraité qui a 65 ans, qui est en bonne forme et qui a un bon niveau de vie, de logique générationnelle, contribue à l'étape suivante, ça me semble pas incongru. Par ailleurs, évidemment, quand vous dites 2 000 €, on vit pas avec 2 000 €. Évidemment, la seule difficulté. Et encore, ça dépend des régions, etc. La seule difficulté, c'est qu'évidemment, pris ce chiffre en dehors de tout, ça semble rien. Mais si vous regardez, vous vivez avec 2 000 €, mais qu'autour de vous, tous vos petits-enfants vivent avec 1 500, 1 000 €. Moi, j'ai regardé, c'est l'Observatoire des inégalités. Vous avez, quand vous mettez, vous avez un tiers des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté qui sont des jeunes. Si vous mettez les jeunes adultes, qui sont des enfants, si vous mettez les jeunes adultes, vous arrivez à 45%. La question, c'est une histoire de répartition entre les générations. C'est ça qu'il faut interroger, me semble-t-il, aujourd'hui. Catherine, afficher un 2 000 €, un 3 000 €. Vous ferez l'arbitre, 2 000 €. 2 000 € à Paris et 2 000 € dans une petite ville de province, évidemment, c'est pas pareil. Catherine Tricot. Je suis d'accord que tout n'est pas exactement la même chose en Paris et en province. Ceci étant, ce que je peux dire, c'est qu'on peut toujours trouver
des gens encore plus pauvres que soi, ça c'est un raisonnement possible. On peut aussi regarder un petit peu des gens qui sont beaucoup plus riches que vous et que quand même aujourd'hui dans le pays, il y a quand même des ressources. Les dividendes par exemple, les entreprises, plus que les individus à la retraite. C'est un peu trop général de dire les entreprises. Les dividendes ne sont pas taxés comme le travail. Oui, mais ça, c'est une piste. Oui, non, mais donc je préférerais qu'on commence par examiner cette piste qui a été récusée avant de commencer à penser. Je voudrais le regard de Denis Oliven, mais je voudrais quand même être examinée avant de commencer. Oui, sauf que ce qui aura une surtaxe sur les grandes entreprises, les grands groupes. Et l'intergénérationnel, c'est quand même la question de la vieillesse et du grand âge. Mesdames, pas de la vieillesse, mais du grand âge. Avant d'entendre Denis Oliven, j'ai découvert que les retraités qui avaient travaillé dans une entreprise avaient un abattement de 10% sur les frais professionnels alors qu'ils ne travaillent plus, sur leur impôt de revenu. Est-ce que c'est juste ça? C'est ce qu'on appelle une niche fiscale qui est là. Et comme les retraités, ça revient au mot que vous sont intouchables, on n'y touche pas. Ouais. Évidemment, aujourd'hui, non mais dans le débat ils sont pas tellement intouchables. Non mais dans le débat public, en tout cas aujourd'hui, c'est vrai que vous voyez cet abattement-là, tout de suite dès qu'on, mais là, quand on regarde, même c'est une idée lancée par le patronat. Mais c'est aussi une idée lancée par le patron du corps, qui est le président du corps. Conseil d'orientation sur les retraites. Conseil d'orientation pour les retraites, qui est où siègent les partenaires sociaux. La difficulté aujourd'hui, c'est de regarder, je pense, une forme d'équilibre. Alors après, entre les entreprises, entre les ménages les plus aisés, entre les ménages les moins aisés, etc., de trouver une sorte d'équilibre pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on sorte le système tel qu'il est conçu. Je ne vois pas démographiquement comment il tient. Si ce n'est que vous avez aujourd'hui de moins en moins, parce que la base c'est ça, de moins en moins d'actifs pour payer de plus en plus de retraités. Allez, l'arbitrage. Attendez, qui vivent de plus en plus longtemps. Et dernier point, aujourd'hui vous avez une épargne qui gonfle. Quand vous regardez les derniers chiffres de la Banque de France, l'épargne qui gonfle, en fait, c'est les retraités qui mettent de côté. Peut-être qu'il y a du transfert vers les petits-enfants, mais finalement les actifs, 28% de leur salaire part pour les retraites aujourd'hui. Allez, justement, est-ce que c'est pas trop? Denis Oliven, qui vous a le plus convaincu? Non, je pense qu'il y a deux particularismes de la France si on se compare aux pays européens. Le premier, c'est que le niveau de vie de nos retraités est à peu près celui des actifs. Et ça, c'est une particularité française. Et le second, c'est que les actifs sont imposés sur les revenus du travail à hauteur de un peu plus de 46%, alors que les retraités sont imposés sur leurs revenus à hauteur de 14%. Donc il y a peut-être un déséquilibre. Donc je crois qu'on a un sujet, je ne sais pas comment il faut qu'on le traite, mais moi ce que j'aurais préféré, c'est qu'on dise on va prélever un peu plus sur les retraités aisés et du coup prélever un peu moins sur les actifs employés. Mais il y a d'autres sujets. Il y a d'augmenter les salaires. Vous mélangez deux choses. Vous mélangez les cotisations sociales et les prélèvements. Les impôts, c'est pas la même chose que... Pour l'ensemble de ces prélèvements. Mais vous me direz, il y a d'autres... C'est pas vrai que les retraités ne payent que 14% de prélèvements. Enfin, ça c'est complètement pas vrai. Globalement, en moyenne, si vous prenez impôts et cotisations, vous avez 14%. Alors impôts et cotisations, mais les prélèvements, le premier prélèvement en France, c'est la TVA. Donc les contribuent aussi. Non, mais d'accord. Tout le monde y contribue. Je parle de la comparaison du prélèvement cotisation mais non, les retraités sur les revenus. Mais en tout cas, ils ont des défenseurs, les retraités. Les retraités continuent de contribuer aux cotisations sociales, moins que les salariés, puisque c'est le système par répartition qui prévaut. Ça me paraît bien normal. Et les retraités, ce sera mon mot de la fin, sont les derniers à voter massivement, et ce, à toutes les élections. Et si il y avait des arrière-pensées électorales ils représentent 40% que les jeunes votent. Ils représentent 40% des votants. Voilà, 40% des votants. Voilà qui explique un certain immobilisme également. Merci mesdames. Chacun se fera sa propre opinion. Merci à vous, Denis Oliven, d'être passé dans notre émission. La France doit travailler plus et les Français être mieux payés, c'est-à-dire chez Albin Michel. Très belle soirée documentaire qui commence avec Jean-Pierre Grassien. À demain.